Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Notre invité aujourd'hui est journaliste, passé par Le Figaro Magazine, Le Point, Marianne, le magazine littéraire, France Culture, et vous pouvez l'apercevoir en ce moment sur les plateaux de télé de CNews et d'Europe 1. Également auteur à succès, dont une série de romans policiers, dont le 3e opus est sorti début avril et dont l'intrigue se déroule en grande partie chez nous en Maine-et-Loire, plus précisément à Baugé-en-Anjou, en lien avec la relique de la vraie croix d'Anjou, qui est conservée chez les Sœurs du Cœur de Marie à Baugé-en-Anjou, une sainte relique dont le tout nouveau sanctuaire, dont nous parlions la semaine dernière avec nos invités, sera inauguré en ce dimanche de la Pentecôte par une messe célébrée par Monseigneur Emmanuel Delmas, la Croix des Ténèbres. Alors ça, c'est pas le deuxième nom de la Croix d'Anjou, mais c'est bien le titre du livre de notre invité. On va en parler tout de suite. Il est paru aux Presses de la Cité. Son auteur, je vous le présente tout de suite, Joseph Massescaron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci en direct sur RCF Anjou. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, La Croix des Ténèbres, que vous allez d'ailleurs signer à la FNAC d'Angers à partir de 16h demain samedi. Absolument. Voilà, je fais ce petit jeu de mots. C'est vrai que quand je préparais l'émission, je me disais, dis donc, j'invite quelqu'un qui sort un livre sur la Croix des Ténèbres, alors qu'en fait, on va parler de la Croix d'Anjou. C'est finalement tout l'inverse, mais bon, on va le comprendre quand les auditeurs liront le livre. Mais Oui. peut-être que vous pouvez nous raconter un peu le pitch de votre roman policier qui réunit dans ce 3e opus deux enquêteurs au profil bien différent. Ça, c'est un peu une méthode assez classique maintenant, un peu dans la littérature ou dans le cinéma aussi. Oui, absolument. En fait, je suis parti justement parce que moi, ce que j'aime bien dans les romans policiers que je fais, que j'écris, c'est de partir de faits vrais, toujours. Que ce soit le premier, le deuxième, le premier qui se passait à Étretat ou le second qui se passait dans le Var. Et en fait, je pars de quelque chose qui est réel. Donc, vous avez parlé en effet de la Croix de Baugé. La Croix de Baugé que j'ai vue il y a maintenant 3 ans de cela, grâce aux Sœurs. Et bizarrement, j'ai parlé parce que j'ai eu vraiment un choc quand j'ai vu cette croix. Objectivement. On ne peut qu'être un choc, pas simplement émotionnel, mais un choc spirituel, un choc culturel, un choc aussi historique. Je suis historien de formation. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que cet objet soit ainsi à l'abri des regards et même si les sœurs étaient toutes disponibles en permanence pour le montrer, comment se faisait-il que y ait si peu de textes, même à Baugé même, où on parlait du château du roi René, on parlait de l'hôpital, mais pratiquement rien, enfin même rien sur la croix de Baugé. Et à partir de là, évidemment, mon imagination de polardier, de personnes écrivant des romans policiers s'est enflammée. Et j'ai dit, mais peut-être que cette croix pourrait provoquer, bien sûr, de la convoitise, parce que c'est un objet précieux. Je rappelle aux personnes qui nous écoutent, même si vous avez déjà traité ce sujet, que elle est entourée de perles, les deux faces du Christ sont en or, il y a des pierres précieuses dessus, donc elle a une valeur évidemment bien sûr spirituelle, mais elle a aussi une valeur matérielle inestimable. Et je me suis dit, bon, premièrement, elle peut susciter la convoitise, et deuxièmement, peut-être de la haine par rapport à ce qu'elle représente, car là, peut-être qu'on en parlera, mais j'ai appris évidemment au même moment que cette croix de Baugé, qui est la croix d'Anjou, et l'ancêtre a donné lieu ensuite à la croix de Lorraine, qui est la croix de la résistance par rapport au nazisme. La croix des ténèbres, c'est la croix gammée. C'est la croix gammée, c'est la svastika. Donc je me voyais mal, évidemment, faisant aujourd'hui en plus, vu les esprits qui peuvent partir dans des directions extrêmement bizarres, étranges, je me voyais mal faisant un livre faisant sur la svastika, etc. Donc je l'ai fait sur la croix des ténèbres, puisque en fait, c'est pour moi ce qui illustre bien ce qu'est la croix nazie. C'est par opposition justement à cette croix de Baugé, qui pour moi, la vraie croix du Christ, qui fondamentalement est une croix de lumière.
D'espérance, effectivement. Vous le disiez, vous avez écrit déjà deux autres romans policiers avec ce duo d'enquêteurs. Ça se passait tout d'abord à Étretat, dans un autre lieu pour le deuxième. Là, le troisième s'inscrit à Baugé, en Anjou, pour une raison bien particulière, c'est que vous avez, qui est pas confidentiel, mais c'est que vous avez emménagé à Baugé. Absolument. Donc, ça vous a inspiré? Est-ce que pour les précédents, vous étiez installé, je ne sais pas, dans ces coins-là, du côté de la Normandie ou du sud de la France, pour écrire vos précédents romans, pour vous plonger dans des histoires anciennes et en tirer des intrigues? Oui. S'agissant du premier qui se passait à Étretat, qui s'appelle La Falaise aux Suicidés, j'ai passé mon adolescence à Étretat, mes grands-parents, ma mère sont enterrés à Étretat, donc c'est quelque chose que je connais, que j'ai vécu, et j'avais une image évidemment de cet Étretat très très différent de ce qu'on présente aujourd'hui, qui est aujourd'hui Étretat est submergé non pas par les eaux mais par le surtourisme, avec les lupineries à la Omar Sy. Donc voilà, donc c'est aussi c'était pour moi une réaction. Et puis le Var, le Var, Roquebrune-sur-Argent, parce que ma belle-mère habite Roquebrune-sur-Argent. Donc je ne tue pas ma belle-mère, hein, bien sûr, dans cette opus. Et donc je connais bien cette région du Var, avec beaucoup de particularités, où les sectes poussent aussi vite que le mimosa, qui est une plante invasive. Et Baugé, parce que, en effet, vous le rappelez, je me suis installé à Baugé parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors, j'ai été journaliste beaucoup politique, j'ai beaucoup circulé en France. De nombreuses fois, je me suis arrêté à Angers ou en Anjou, et vraiment, j'ai tout de suite eu, et dans ma famille, on était tous d'accord, on a choisi, j'ai pas eu besoin de passer au vote, c'était l'Anjou. C'était l'Anjou. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que de dire Anjou et pas aussi Maine-et-Loire. Parce que ce qui m'a frappé dès que je suis arrivé. C'est votre côté ici, ancien régime, ça? Ouais, sûrement. Mais ce qui me frappe, c'est que quand vous regardez comment dire, des travaux qui sont faits sur la place publique, sur la voie publique, pour les voies publiques ou pour autre chose, vous avez dit ici l'Anjou investi. Puis en dessous, il y a marqué Maine-et-Loire, mais en petit. Voilà. Quand vous allez même à Angers même et que vous voyez donc l'hôtel départemental, il y a marqué en grand Anjou, et tout petit après Maine-et-Loire. Et c'est ça ce qui me frappe en fait. Et là je reviens au sujet du roman. C'est que l'Anjou a une identité très très forte. C'est bizarre, pourtant ça ne se définit pas par la langue, ça ne se définit pas par l'opposition à l'extérieur, parce que moi je suis normand d'origine, hein. Les gens d'extérieur on les appelle les Orzins, c'est-à-dire les gens hors de la région. Il n'y a pas de mot en Anjou pour dire les personnes extérieures. Ça n'existe pas, comme ça existe dans d'autres provinces françaises. Donc il y a une identité très forte qui est due au patrimoine historique particulièrement riche, et qui fait que les gens, cette identité qui est une identité douce, qui est une identité apaisée, les personnes sont extrêmement à l'aise. Et c'est ça aussi dans ce roman, cette opposition entre des personnes qui défendent justement cette identité apaisée et puis d'autres qui sont partis dans des délires identitaires et qui commettent, dans mon roman, des crimes atroces. C'est marrant que vous évoquiez l'identité angevine, parce qu'elle est souvent difficile à cerner. Nombre d'articles et de livres qui sont sortis pour me dire qu'est-ce que c'est l'identité angevine, est-ce que c'est la douceur angevine de Joachim du Bellay. Certains trouvent ça un peu réducteur, mais il faut reconnaître qu'en Anjou, il y a cet apaisement ou cette volonté d'apaisement, effectivement. Ouais. C'est un peu ça qui ressort, effectivement, sur la question de l'identité. Et puis il y a aussi, bon là, je ne veux pas, mais il y a quand même aussi une empathie par rapport aux relations sociales. Enfin, je veux dire, les premières fois où je suis venu, je me suis arrêté dans un certain nombre de villes, de villages de l'Anjou, et il y avait des personnes qui venaient vers moi et qui disaient bonjour. Comment ça va? Donc le premier moment, vivant à Paris, je me retournais pour voir s'il y avait quelqu'un derrière moi. Voilà. Et il y a quand même quelque chose qui est extrêmement fort. Mais il y a une identité angevine, mais qui est incontestable.
Il n'y a pas une identité, pardon, gens de Touraine, mais il n'y a pas une identité de Touraine, il n'y a pas une identité d'Humaine, je suis désolé, mais il y a incontestablement une identité angevine. Et c'est ça aussi ce que je traite dans ce roman, La Croix des Ténèbres. Revenons un peu sur le pitch, juste pour nos auditeurs, pour qu'ils aient envie de vous l'acheter, le livre. Et voilà, c'est un duo d'enquêteurs, donc un capitaine de gendarmerie, enfin un gendarme, et une archiviste. Ouais. Qui se retrouvent pour une nouvelle enquête à la suite de meurtres mystérieux, macabres, dans la région de Baugé, autour de Baugé, c'est ça ? Oui, justement, c'est-à-dire que c'est cette opposition entre une région qui est censée évidemment... Incarner la douceur angevine. Incarner la douceur angevine. Nous savons tous, vous et moi, que bien sûr, il y a des faits divers atroces qui sont commis comme partout ailleurs, mais... c'est cette opposition justement entre cette douceur angevine qui est censée être défendue et puis des crimes qui sont des crimes atroces qui sont commis à Baugé et autour de Baugé. Ces crimes sont des crimes spectaculaires, ce sont des crimes qui dans les indices laissent à penser que, en fait, peut-être que les gens qui ont commis ces crimes, là où les personnes qui ont commis ces crimes sont des personnes qui, en fait, sont fascinées par, justement, le nazisme. Voilà. Et du coup, la réaction immédiate des élus qui sont modérés ou du juge va être de dire mais ces groupes catholiques, mais ils sont extrêmement... ça doit venir d'eux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est là, justement, Sébastien Lapaque dans le Figaro littéraire qui a dit bah oui, mais non. Alors, c'est une fausse piste. Voilà, pour une fois, ce ne sont pas les gens de droite qui sont responsables, ce ne sont pas les curés qui sont responsables. Et c'est totalement autre chose. Alors, c'est autre chose. Je ne vais pas en parler parce que c'est quelque chose qui conduit à une quête initiatique, qui conduit des enquêteurs à effectuer une quête initiatique qui passe par l'Anjou, qui va passer par la Bosnie, Sarajevo et Mostar, avant de revenir justement en Anjou, et où ils vont avoir vraiment la clé de cette énigme et comprendre qui est l'auteur ou les auteurs de ces atrocités. Petite question à propos de ce que vous disiez. Vous avez voulu lancer cette fausse piste-là en disant oui, on pourrait penser, alors forcément, si les criminels sont des adeptes du nazisme, on va se diriger vers la droite, l'extrême droite, donc les mondes religieux, parce que je n'irai pas faire un parallèle entre catholicisme et nazisme, c'est impossible. Il faut faire un peu d'histoire. Mais bon, voilà, c'est souvent des mauvais parallèles que des gens d'extrême gauche mal intentionnés pourraient dire voilà, il est catholique et donc il est d'extrême droite. Pourquoi vous avez eu cette envie-là, peut-être un peu de contrebalancer les choses Oui, alors bon, d'abord j'ai l'esprit de contradiction. Ça, c'est clair. Vous avez dit que je suis à CNews souvent, et j'ai un esprit de contradiction extrêmement développé. Et ensuite, parce que je crois que c'est totalement faux. C'est-à-dire que c'est même exactement l'inverse. C'est-à-dire, je parlais d'identité calme, paisible. Je peux parler aussi de tradition calme et paisible. Et je crois évidemment qu'aujourd'hui, comme autrefois d'ailleurs, le catholicisme est quelque chose qui préserve naturellement du totalitarisme. Mais totalement naturellement. Et qu'il n'y a que le catholicisme qui, par rapport au totalitarisme, peut apporter une réponse qui est une réponse totale, globale, et de rejet par rapport à cette tentation. D'autant que aujourd'hui... Vous dites le catholicisme est le seul opposant possible face au mal. Oui, et j'ai envie de vous demander pourquoi pas le christianisme. Le christianisme. Non, vous voulez le christianisme. D'accord. Bien sûr, j'entends ça. J'entends le christianisme, bien évidemment. Non, je vous demande ça parce que on l'évoquait juste avant. Vous me disiez que vous étiez orthodoxe. Oui, je suis orthodoxe. Oui, voilà. Donc, mais vous savez, le christianisme. Mais vous savez pourquoi ? Parce que ça, c'est le cas, d'ailleurs, le fil rouge de ces 3 romans policiers. Je crois fondamentalement que le malin peut murmurer à l'oreille de tout le monde. Tout le monde. Personne n'est à l'abri. Moi, vous, personne n'est à l'abri. Ensuite, après, vous l'écoutez. Il a cherché à tenter le Christ. Bien sûr. Bah oui. Donc, bon, soit évidemment, bien sûr, vous l'écoutez ou vous ne l'écoutez pas. C'est précisément le libre arbitre.
ce qui fait justement cette liberté de l'homme. Mais je crois qu'il murmure à l'oreille de tout le monde. Il y a des gens qui l'écoutent. Parce que, et là aussi je reviens à ce qui est le fil rouge de ces 3 romans policiers. Vous savez, aujourd'hui, très souvent dans les romans policiers, on vous explique que il y a bien sûr un coupable, mais que ce coupable, cet assassin, son cheminement s'explique par l'environnement social ou sociétal dans lequel il a baigné, par une éducation malheureuse, une famille difficile, un chagrin d'amour, que sais-je, etc., etc. Donc ce mal, en fait, il l'a subi. Et moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, qu'il y a des gens qui subissent ce mal, qui du coup, c'est incontestable. Mais moi, je pense aussi qu'il y a des personnes qui choisissent délibérément le mal et qui, pour le coup, l'explication sociétale ne vaut pas. Voilà. Et je crois d'ailleurs que les crimes aujourd'hui les plus abominables, ceux qui nous choquent le plus, sont issus de ceux qui choisissent le mal, précisément. Alors que les autres, ceux qui le subissent sont un peu, en quelque sorte, pardonnez-moi, mais des fonctionnaires de l'horreur. Voilà. Et c'est ces deux... Et quand vous dites ça, vous ciblez quelque chose, quelqu'un, certains, je ne sais pas, dans notre société aujourd'hui en France? Oui, parce qu'on voit des crimes, mais pardonnez-moi, on voit... Vous parlez de faits divers. Je parle de faits divers, bien sûr, je parle de faits divers. Des faits divers qui peuvent d'ailleurs nous apparaître parfois comme des faits de société, et puis même pas ces faits de société, des faits de civilisation, tant l'horreur est absolument... c'est saisissant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas par voyeurisme ou autre, c'est tout simplement parce que... j'ai toujours aimé, le journaliste, j'ai toujours aimé être dans la tête de l'autre, savoir ce que l'autre pensait. Et c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire, comment peut-on venir à de telles abjections? Et donc, comment on devient un meurtrier? Est-ce que ça s'explique par notre passé, notre éducation, les souffrances qu'on a pu subir, ouais. Ou est-ce qu'on choisit délibérément le mal? Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent délibérément le mal. Parce que nous sommes, alors là je reviens à cette question qui est la question de l'identité, nous sommes il y a des personnes qui sont dans de telles dérives identitaires qu'ils vont choisir le mal parce qu'ils vont avoir l'impression que finalement le mal va remplir le vide qui est en eux. Vous voyez ce que je veux dire? Le vide identitaire total qui est en eux. Et ils vont se laisser investir. Après, la crise d'identité de certains, elle est aussi due à une société consumériste, matérialiste, où on a vidé de sens l'existence aussi des gens, où on a chassé d'ailleurs le spirituel, le religieux. Bien sûr. Et donc, bien sûr. Peut-être qu'à partir de ça, on essaye de remplir ce vide-là par un retour à l'identité. Je suis totalement d'accord avec votre analyse, mais vous reconnaîtrez avec moi que, heureusement, les personnes qui subissent ce vide ne sont pas tous des assassins ou des tueurs en série. Vous voyez, c'est là où justement, c'est comment se fait ce basculement. J'ai eu dernièrement un débat avec une journaliste de Libération, que j'aime bien, mais vraiment une vraie controverse. Et donc, elle me disait, oui, mais quand même, en effet, il y a un vide qui est le vide contemporain. Je lui dis, oui, mais ce basculement, comment s'opère-t-il ? Qu'est-ce qui va opérer ce basculement? Et alors là, pardonnez-moi, mais elle ne savait pas exactement quoi me répondre. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est justement ce point de bascule où l'on passe de ce vide identitaire au fait d'être totalement investi par ce qu'il faut appeler par les forces du mal, par le malin. Et c'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, les gens, pardonnez-moi, les gens qui sont aujourd'hui, qui sont dans cette épure, ce sont pas, vous savez, autrefois Dostoïevski parlait des possédés. Ouais. Et moi, je pense que avant d'être possédés, ces gens sont des dépossédés. Voilà. Le grand entretien, Thomas Cochebré sur RCF Anjou.
Nous recevons aujourd'hui le journaliste Joseph Massès-Caron, qui est donc l'auteur de ce livre « La Croix des Ténèbres » paru aux éditions Presse de la Renaissance. Presse de la Cité. Presse de la Cité, pardon, et qui traite du secteur de Baugé, où notre invité réside actuellement. Je reprends la conversation juste avant là, que nous avions, et vous parliez du diable, du malin. Et je me dis, tiens, c'est assez étonnant, parce que pendant une longue période, quand même au sein de l'Église, on a un peu évacué l'existence du diable et du malin. Oui. Je ne sais plus quel auteur disait la plus grande... C'est peut-être Baudelaire qui disait ça, non ? La plus grande ruse du diable, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Il a réussi quand même pendant pas mal de temps. On n'en parlait plus. On l'avait totalement évacué, que le mal, finalement, c'était nous. Il était en nous. Voilà, vos propos m'ont assez surpris sur votre croyance en le diable. Oui, et en plus, pardon, mais alors d'abord, ce que je pense, c'est que quand j'entends également les premiers propos de Léon XIV, je me retrouve là pour le coup complètement sur ce qu'il dit. Lorsqu'il parle du mal, c'est dans tout de suite, il parle de ça. Et ça m'a vraiment... alors, je crois que aussi il y a eu peut-être un problème d'interprétation, c'est que beaucoup de personnes, dans la prière, vous savez, « et délivre-nous du mal », autrefois, des siècles, c'était « et délivre-nous du malin ». Et quand vous dites le malin, c'est pour ça que j'emploie ce terme, il y a presque une forme d'incarnation, ouais. Voilà, de personnalisation. Alors lorsque vous parlez du mal, vous tombez, du coup, vous risquez de tomber, alors évidemment, les hommes d'église ne pensent pas ça, mais les personnes qui entendent peuvent penser que finalement, vous êtes dans l'abstraction. Il y a le mal, et puis d'un autre côté, il y a le bien. Et c'est cette lutte manichéenne entre le mal et le bien. Mais moi, je pense que c'est pas du tout ça. Mais pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas une lutte manichéenne entre ce qui est le mal avec un grand M et le bien. Non, non. C'est tout simplement le malin avec un petit M, donc, qui nous tente en permanence. Joseph Massès-Caron, j'en reviens à la Croix de Lumière que vous évoquiez au tout début. Vous le disiez, elle vous a marqué, elle vous a absolument choqué. Ça a été un choc spirituel. Racontez-nous un peu avant, parce que vous voyez, le temps tourne, on discute du bien et du mal, mais je voudrais en revenir un petit peu à cette croix de Baugé. D'ailleurs, on peut dire à nos auditeurs que vous signez un papier dans le Figaro Magazine de ce week-end où vous racontez toute l'histoire de cette croix, cette vraie croix d'Anjou. Mais redites-nous pourquoi elle vous a tant marqué, cette croix-là. Et finalement, vous êtes peut-être un de ceux dont Sœur Claire Monique, qui est la responsable des religieuses à Baugé, souhaitait toucher. Elle souhaitait, grâce à la vraie croix, elle souhaitait toucher des gens aussi, comme un objet un peu miraculeux. Voilà. Est-ce que vous, c'est un peu le cas ? Ça a été un peu un miracle avec vous, avec cette croix, ou pas ? Ah bien sûr, penser qu'il y ait un morceau de la vraie croix du Christ, ce dont je ne doute pas, dans cette croix, qui en plus est une croix à double traverse. Donc là, évidemment, bien sûr, l'orthodoxe que je suis est sensible à cette croix à double traverse, puisque vous savez, ça c'est qui est explicable également, puisque les ducs d'Anjou étaient aussi rois de Jérusalem. Je pense que c'est ce qui les a fait... dans cet esprit-là, adopter non pas la simple croix, simple entre guillemets, la croix latine, mais la croix à double traverse. Parce que c'est vraiment un morceau de 27 cm de hauteur, mais sculpté dans un même morceau de bois, qui proviendrait qui provient de la croix, la vraie croix du Christ. Oui. Et l'histoire, et très franchement, l'histoire est, alors là, je parle en tant qu'historien. C'est totalement plausible. Il y a quelque chose qui est à un moment donné, cette croix a été partagée, la croix du Christ a été partagée en plusieurs morceaux, dont une partie s'est retrouvée à Constantinople, puisque c'était en ces morceaux, oui, vous avez raison, puisqu'il y a en effet l'empereur Constantin, donc c'est parti à Constantinople. Ensuite, après, il faudrait raconter la 4e croisade et le fait que les croisés latins
ont investi Constantinople et que l'Empire byzantin s'est en partie seulement écroulé. Cette croix qui était un trésor et dont il y a tout de suite toujours cette trace. Et puis cette croix de Baugé, les croisés latins sont passés par cet empire latin de Constantinople. Et là, un certain nombre se sont illustrés dans des guerres, dans les guerres pour protéger cet empire latin. Et c'est à ce moment-là que un chevalier angevin que vous connaissez, qui est Jean d'Alluy, a reçu d'un évêque crétois, qui lui-même l'avait du patriarche latin de Constantinople, un morceau de cette vraie croix. Voilà. Et ça, qui est d'ailleurs est authentifié par des parchemins, ce qui est quand même ça, cette partie-là de l'histoire, on a vraiment des sources. Oui, écrites, des sources. ouais. Ah oui, c'est ça qui est le don, la description, tout est dans les textes. Donc bien évidemment. Et donc Jean d'Alluy revient en Anjou, Oui. il confie cette croix aux religieux de la Boissière. Oui. Et pendant la guerre de 100 Ans, on va cacher cette croix au château d'Angers. Absolument. Et c'est à ce moment-là que les ducs d'Anjou l'ornent de pierreries Ouais, et de joyaux. Je peux faire une incise là-dessus, sur ce très point. rapidement. Très rapidement, ce qui m'a aussi frappé, c'est que les perles n'ont pas jauni. Alors vous savez, il y a quelque chose qui est traditionnel, c'est de dire que lorsque plus personne de vivant ne porte les perles jaunissent. Et là, les perles ne jaunissent pas. Bon, ça c'est... On va dire que c'est un miracle. Et puis, alors, elle a une longue histoire. On renvoie les auditeurs d'ailleurs à notre précédente émission dans laquelle on résumait cette histoire-là, rachetée comme bien national par Anne de la Giroardière, fondatrice des Sœurs de Baugé, et puis conservée donc jusque-là, jusqu'à ce que le général de Gaulle l'accepte comme emblème, comme croix de la libération, croix de la résistance face à la croix nazie. Finalement, que cette croix de lumière est le meilleur combattant face au mal, incarné par le nazisme. Et c'est tout le sujet de mon roman, La Croix des Ténèbres. Voilà. Absolument. Vous avez parfaitement résumé. Bon, écoutez, on avait prévu de parler d'autre chose. Je voulais parler un petit peu de journalisme, je voulais parler un peu de droite et de gauche. On n'aura pas eu le temps, finalement. Joseph Massescaron, on ne va pas se lancer dans ce deuxième sujet, mais en tout cas, on invite les auditeurs qui sont intéressés à venir vous rejoindre demain à partir de 16h à la FNAC d'Angers. Voilà, ou de lire votre papier dans le Figaro Magazine qui paraîtra donc ce week-end. Voilà, qui vient de paraître. Oui, voilà, ça sort le vendredi. Chers amis auditeurs, un grand merci de nous avoir suivis. Joseph Massescaron, un grand merci d'être passé nous voir pour nous parler donc de votre livre, La Croix des Ténèbres, qui est paru début avril et qui est à retrouver donc dans toutes les meilleures librairies. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien. D'ici là, portez-vous bien.